Bonsoir. Édith Cresson, qui a décidé de matiner de social sa politique économique, doit constater aujourd'hui les difficultés et l'ampleur de sa tâche. Son arrivée à Matignon coïncide en effet avec une série de grèves ou d'actions de protestation programmées, il faut le dire, avant sa nomination. C'est le cas à la SNCF, où les cheminots s'inquiètent pour leur rémunération et leur retraite. Une réunion syndicat-direction n'a pas permis d'aboutir à un accord. Du coup, la grève prévue pour demain est maintenue. Marie-Hélène Tichou, Édouard de Passis. Les cheminots sont en colère et ont peur pour leur retraite. Hier à Lyon, ils étaient venus le dire à la direction de la SNCF. Depuis plus d'un an, syndicats et direction discutent pour revoir la grille des salaires vieille de 20 ans. Et s'ils sont arrivés à un accord sur le déroulement de carrière, ça bloque sur le montant des rémunérations. Pour les syndicats, la direction n'a pas les moyens de sa politique. Elle ne se donne pas les moyens de reconnaître la qualification des cheminots. Aujourd'hui, songez qu'avec plus de 10 ans d'ancienneté, voire 15 ans d'ancienneté, un grand nombre, plus de la moitié des cheminots gagnent moins de 7 000 francs par mois. Ce matin, alors qu'une partie des cheminots se mettait en grève à l'appel de la CGT, la direction recevait le syndicat autonome des agents de conduite pour essayer d'éviter le conflit, sans résultat. Apparemment, la direction n'est pas sourde à nos revendications. Elle s'est efforcée de trouver un compromis, mais à partir du moment où elle reste dans un cadre extrêmement rigide, dans lequel elle est enfermée, que ce soit un cadre financier ou que ce soit sur un cadre des principes, ne nous permet pas actuellement d'analyser ces éléments comme susceptibles d'infléchir nos positions. Ce soir, le syndicat autonome des agents de conduite appelle les cheminots à faire grève jusqu'à lundi matin, la CFDT et la CGT jusqu'à samedi. À la différence de 1986, cette fois-ci, les syndicats prennent l'initiative. Dans 3 jours, on saura si les salariés les suivent. Et vous pouvez imaginer les conséquences, les gares risquent d'être déserts. Un train sur 4 pour les grandes lignes, pire encore pour les trains de banlieue. Et à Paris, journée vraiment noire pour les usagers. Un préavis de grève a en effet été déposé à la RATP. Martine Thiebaud. Journée noire demain en banlieue parisienne, c'est la gare du Nord qui sera la plus touchée. Quasiment aucun train pour les 500 000 voyageurs. Pour le reste de la banlieue parisienne, des trains et des RER, mais au compte-gouttes. Sur l'ensemble de la France, au menu, suppression des 3/4 des trains, qu'il s'agisse des TGV, express ou rapides. Peu ou pas de liaisons régionales. Enfin, attention, tous les trains de permissionnaires seront supprimés. Il est à craindre que les liaisons ferroviaires avec l'étranger soient également fortement perturbées. Des perturbations qui pourraient se prolonger tout au long du week-end, car le syndicat autonome ne lèvera son préavis que lundi, 6 h du matin. Alors pour tout renseignement sur Minitel, 36 15, code SNCF, ou par téléphone 45 82 50 50. Il est encore trop tôt pour savoir si ce mouvement des cheminots reflète l'état d'esprit du monde salarié en ce moment. D'ailleurs, les réactions des dirigeants syndicaux au discours du nouveau Premier ministre sont plutôt prudentes. De l'attente pourrait faux au scepticisme et même à la critique pour la CGT. Les réactions et déclarations du Premier ministre sur le travail notamment sont bien diverses. En fait, chacun veut imposer ses conditions avant les prochaines négociations. Réaction recueillie par Agnès Molinier. Si c'est pour aller dans le sens d'une véritable révolution qui est nécessaire en matière de formation continue, en réservant 10% du temps de travail à la formation, nous sommes preneurs. Mais si c'est pour rétablir la journée de 10 heures comme on tente de le faire à PSA, si c'est pour relancer le travail du dimanche, si c'est pour développer le travail de nuit, alors là encore, je crois qu'il faut s'attendre à ce que la CGT et les salariés ne se laisse pas faire. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un débat de fond sur l'organisation du travail, de façon à ce que, d'une part, les salariés qui ont une activité aient des possibilités de requalification de leur emploi et de promotion. Je crois que c'est un élément important pour la réussite des entreprises. Mais ce que nous souhaitons également, c'est que les entreprises ne se préoccupent pas simplement des salariés qui ont un emploi, mais qu'elles réservent des postes de travail pour ceux qui sont aujourd'hui au chômage. Le problème d'augmentation de la productivité pour créer des emplois, je demande qu'on me le démontre. Moi, je crois beaucoup plus dans la version que je pensais être celle de Mme Cresson, à savoir de prendre des lignes directrices en matière industrielle pour, en quelque sorte, anticiper sur l'économie et faire les produits dont nous aurons besoin en l'an 2000. C'est là qu'on créera des emplois nouveaux. Alors, les syndicats sont réservés ou perplexes. La presse, en revanche, s'est montrée très sévère. Ce matin, à l'égard d'Édith Cresson, la presse de gauche
et la presse de droite. Pour tenter de comprendre cet accueil plutôt froid au discours prononcé hier par le nouveau Premier ministre, nous avons invité ma consoeur Marie-Thérèse Guichard. Bonsoir. Bonsoir. Parce que vous venez d'écrire un livre croustillant sur les égéries de la République, publié par les éditions Payot. Alors évidemment, Édith Cresson n'est pas une égérie. Non, pas du tout. Elle est une femme politique à part entière. Une femme d'influence? Une femme d'influence, pas forcément, non. J'ai une femme politique. Peut-être que Mitterrand l'a davantage influencée qu'elle n'a influencé Mitterrand, à mon avis. En tout cas, une femme d'action. Une femme d'action, oui. Alors vous êtes à la fois auteur, journaliste et femme. Et vous vous intéressez aussi à la politique. J'ai envie de comprendre pour quelles raisons, à votre avis, la presse a-t-elle si mal accueilli le discours d'Édith Cresson? Bon, alors on ne va pas juger le fond parce qu'effectivement, je pense que là-dessus, Édith Cresson a fait un discours comme en ont fait bien de ses prédécesseurs, plein de bonnes intentions avec plus ou moins de démagogie. C'est la loi du genre, c'est la règle. Je pense qu'effectivement, c'est la forme qu'on peut juger et c'est là-dessus que les commentateurs aussi ont été très sévères. Et je voudrais dire, moi je trouve qu'ils ont du mal à garder la tête froide quand même, tous mes confrères, parce qu'après avoir encensé cette femme, ils la démolissent aussi vite. D'autre part, vous avez vu qu'au moins les députés sur les bancs de l'Assemblée nationale, ils avaient un petit sourire goguenard, et visiblement après ils ont été frustrés. On avait l'impression qu'au fond, c'était Édith, étonne-nous, ils attendaient quelque chose de cette femme, je dirais presque quelque chose de plus parce qu'elle était une femme. Et ils étaient déçus. Et d'une certaine manière, je leur donne un peu raison parce que Édith Cresson a bridé sa nature. C'est une femme chaleureuse, vibrante, passionnée par son action politique, qui croit à ce qu'elle dit et il n'en est rien resté. Elle nous a fait effectivement, elle nous a lu, elle nous a annonné un discours d'un ton plat comme si elle s'était refusée à user de son charme, comme si elle avait peur qu'on l'accuse d'avoir du charme. Et elle a eu tort. Mais c'est terrible ce que vous dites. Autrement dit, elle aurait dû être davantage femme. Bien sûr, tout à fait. Alors qu'on attendait d'une action politique. Mais on attend les deux, bien sûr. Mais je pense que la femme, si elle avait mis plus de chaleur, ce n'est pas seulement d'être femme, mais c'est d'être elle-même. Et elle-même est une femme. Les deux se confondent. Mais à votre avis, est-ce que les hommes politiques acceptent le fait que les femmes politiques soient autre chose ou plus que des égéries, pour reprendre le titre de votre livre? Ils ont encore du mal. Je pense qu'effectivement, la tradition pèse lourd. Les femmes elles-mêmes en sont victimes, puisque dans un récent sondage du journal Elle, j'ai vu que 11% des femmes voulaient être Premier ministre de Mitterrand et 10% son éminence grise. Comme quoi, effectivement, la tradition pèse encore. Cela dit, les hommes ont bien fini par comprendre que les femmes ne pouvaient plus être leurs égéries. Ils en ont d'ailleurs, à mon avis, pâti, bien plus que les femmes, parce qu'au fond, c'était très agréable d'être coucounée, d'être protégée par une femme qui, dans l'ombre, se consacrait exclusivement à votre carrière. Le cas de Marie-France Garot est éloquent. Oui, mais Marie-France Garot, à mon sens, elle a réussi sa reconversion d'égérie en femme politique au sens le plus large, puisqu'il s'agit des relations Est-Ouest. Elle a bien réussi sa reconversion d'égérie de Pompidou et de Jacques Chirac. Elle est devenue quand même une femme compétente en relations internationales. Alors pour les femmes qui s'intéressent à la politique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux être Juliette Adam, et je reprends l'exemple de votre livre, l'inspiratrice de Gambetta, plutôt qu'Édith Cresson, le Premier ministre femme de François Mitterrand? Non, je ne suis pas d'accord. Enfin, je pense que c'était une époque. Cette époque-là est révolue. C'était bien, effectivement, Juliette Adam s'est épanouie auprès de Gambetta parce qu'elle n'avait pas d'autre issue, elle n'avait pas d'autre solution. Mais je pense que Édith Cresson doit faire ses preuves. C'est effectivement assez nouveau quand même pour les femmes. On ne mesure d'ailleurs pas le chemin parcouru depuis la période que j'ai étudiée dans ce livre. Mais en même temps, moi je pense que les femmes sont parfaitement aptes et on va les voir à l'œuvre. Autrement dit, à vos yeux, la politique, c'est-à-dire la violence politique, c'est pas seulement une affaire de mecs. Disons, on verra. Les femmes n'en feront pas forcément une affaire de violence. Elles seront peut-être aussi dures et aussi autoritaires que les hommes parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Elles sont exigeantes, intransigeantes, parfois même sectaires, mais violentes, je ne le crois pas. Merci Marie-Thérèse Guichard. Les égéries de la République chez Payot. Ne réduisons pas tout de même la vie politique à sa dimension sexuelle. Il y a les problèmes de fond qu'Édith Cresson a abordés hier, comme celui de la formation professionnelle, et elle s'est inspirée de l'exemple allemand. Coopération totale entre l'éducation et l'entreprise. En Allemagne, le système fonctionne si bien que le chômage des jeunes est presque inexistant et les grandes sociétés tout à fait satisfaites. Reportage sur place de Laurent Andrès. Ingo a 19 ans. Après 4 ans d'apprentissage, il sera électrotechnicien l'an prochain. Il n'aura pas à chercher un travail, il l'a déjà. Ici même, chez Siemens, où il est en formation, comme ses camarades, depuis l'âge de 16 ans. Il passe par ailleurs une semaine sur 3 au lycée technique. C'est le principe de la formation école-entreprise qui vaut à l'Allemagne le taux de chômage des jeunes le plus faible d'Europe. Pour l'entreprise, il est un pré-employé. Pour ses autres collègues, un jeune collègue. C'est la voie de la professionnalisation. Aller seulement à l'école, ça ne me dirait vraiment rien. Chez nous, la formation, c'est toujours les deux, l'école et l'entreprise. Et je trouve que c'est très bien. Ça a fait ses preuves.
Moi, j'en avais ras-le-bol de l'école. Je voulais aller à la production et faire quelque chose de mes mains. Alors ici, c'est idéal pour vous? Oui, idéal en effet, pour Michael. À la sortie du collège, il a fait sa demande chez Siemens et malgré ses mauvaises notes, on l'a pris après un entretien. L'entreprise ne l'a pas jugé sur son parcours scolaire, mais sur sa personnalité. Elle valait un contrat. Voici l'un de ces contrats, comme nous en signons ici avec 16 jeunes chaque année. Les contractants sont l'apprenti, l'entreprise, la chambre des métiers et l'école. Le jeune touche entre 2005 et 4000 francs par mois. Il s'engage pour 4 ans et a travaillé dur. L'apprenti sait que s'il travaille bien, il aura un emploi. L'entreprise sait que ses besoins seront assurés par des employés efficaces et parfaitement formés. Siemens forme ainsi en Allemagne 12 000 apprentis cette année. Chacun lui coûte 70 000 marks. Même pour un géant, même s'il y a compensation fiscale, c'est énorme. Mais c'est l'une des clés de la prospérité allemande. Ici, l'entreprise commande, le système scolaire suit, les syndicats acceptent, le chômage des jeunes est infime. En Inde, Rajiv Gandhi a été victime d'une femme kamikaze qui s'était approchée de lui pour offrir des fleurs, mais le bouquet était une bombe. Et cette opération suicide pourrait être l'œuvre d'extrémistes tamouls. Dans le domaine politique, fait important, Sonia Gandhi, la veuve de Rajiv Gandhi, a refusé aujourd'hui la présidence du parti du Congrès. Un refus qui risque bien de plonger dans l'embarras ce parti. Aucune personnalité ne se dégage en effet pour prendre la tête de la campagne électorale. Sylvie Levet. L'italienne, la chrétienne, Sonia Gandhi, ne reprendra pas le flambeau de son défunt mari. Ma tragédie, déclara-t-elle dans un communiqué, ne me le permet pas. Comme elle, Raoul, le fils, Priyanka, la fille, veulent d'abord faire le deuil du feu Rajiv Gandhi. Comme elle, des centaines d'Indiens anonymes viennent pleurer depuis le début de la matinée au domicile familial. Et puis ici, l'entrée en scène remarquée de Vivek Singh, l'ennemi juré des Gandhi, cet ex-premier ministre qui fut aussi ministre de la Défense du gouvernement de Rajiv et qui provoqua sa chute en 1989. Réconciliation posthume donc, mais rien que de circonstance, car le parti des Gandhi est catégorique, il ne veut pas d'un gouvernement de coalition. L'autre entrée en scène remarquée chez les Gandhi, l'amie de longue date, la pakistanaise Benazir Bhutto. Je suis venue exprimer ici non seulement ma peine d'avoir perdu une grande personnalité, mais aussi toute mon appréhension en pensant au vide que pourrait provoquer cette disparition. Un vide qui risque de déclencher beaucoup de tensions, ici en Inde comme au Pakistan. Bien sûr, j'espère que l'Inde saura relever le défi, même s'il n'est pas toujours facile de remplir un vide. Le 12 et le 13 juin, les urnes indiennes parleront. La plus grosse démocratie du monde dira alors si la prière de Benazir fut ou non exaucée. La douleur et la colère, des proches de Rajiv Gandhi sont d'autant plus vives que l'ancien Premier ministre s'apprêtait à revenir sur le devant de la scène. Le dernier reportage, réalisé quelques heures avant sa mort, montre un homme serein et confiant. Il menait alors la campagne des élections législatives, des élections qu'il aurait gagnées, sans aucun doute. Danielle Mitterrand est en ce moment même à Hanoï. Elle y est en tant que présidente de l'association France Liberté. Elle ne se contentera pas de rencontrer les dirigeants vietnamiens. L'épouse du chef de l'État discutera également avec les responsables de l'Église catholique et avec des intellectuels. Ce sera pour elle une occasion de vérifier si la liberté d'expression existe dans ce pays au moment où les boat people sont quelquefois contraints de rentrer. Et l'un des dossiers clés pour véhiculer une nouvelle image du Vietnam à l'étranger, c'est bien sûr celui des réfugiés. Pour enrayer l'hémorragie de population, deux solutions. La première, c'est ce que les autorités vietnamiennes appellent l'information. C'est aussi souvent de la propagande. La deuxième, améliorer le niveau de vie des habitants. Reportage sur place d'Anne Rongère et Philippe Jasselin. Sur fond de musique romantique, retrouvailles émues d'une boat people et de sa famille. Titre du film, Les illusions perdues. On s'aimait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, je reconnais que j'ai fait une erreur. Un film régulièrement diffusé à la télévision vietnamienne. Dans les petits villages reculés, c'est un cinéma ambulant qui l'a projeté. Loin des fastes de Hong Kong, la réalité de l'exil. Des camps surpeuplés, la faim, la misère, la violence. Information, dissuasion ou propagande. Je crois que les Vietnamiens en particulier sont tout à fait réticents
parce qu'on leur impose un point de vue. Donc je ne dis pas aux Vietnamiens ne partez pas, je leur ai dit voilà quelle est la situation. Contre l'exode, le Vietnam tente donc une nouvelle stratégie, la dissuasion plutôt que la répression. Stopper l'hémorragie à sa source en décourageant les candidats au départ. Une stratégie qui n'est pas sans arrière-pensée dans un pays à la recherche d'une crédibilité internationale. Notre politique, c'est la clémence et l'humanisme. Nous considérons que ces Vietnamiens étaient des gens égarés par la propagande de quelques pays riches. Contre l'exode, l'autre arme, l'autre parade, c'est la relance économique. Beaucoup de boat people sont partis d'ici, du détroit du Mékong, une région pauvre où la pêche est en crise. Le gouvernement projette d'y créer des coopératives. Une mesure économique, dissuader les boat people de repartir. Une mesure politique surtout, les persuader qu'ils ne sont plus des proscrits. Mais le grand pardon a ses limites. À son retour, cet homme n'a retrouvé ni sa maison, réquisitionnée, ni son travail. Quand on revient au Vietnam, c'est difficile de trouver du travail. Je ne peux plus être fonctionnaire comme avant. Il faudrait que j'ouvre un commerce, mais mon problème, c'est que je n'ai pas de capitaux. Le Vietnam ne veut plus de cette image de pays d'exode qui lui colle à la peau. Mais les retours restent pourtant timides, à peine 8000 sur 100 000 boat people. D'autres réfugiés tentent désespérément de trouver des repères ou des racines, les réfugiés kurdes. À défaut de pouvoir fonder une patrie, certains d'entre eux expriment le désir de s'intégrer dans un pays d'accueil, le nôtre par exemple, mais ce n'est pas facile. Ce soir, certains des demandeurs d'asile à Bordeaux en sont à plus de 50 jours de grève de la faim. Et après les incidents d'hier avec les forces de l'ordre, le médiateur nommé hier par le gouvernement a tenu à se rendre sur place très vite pour dépassionner le débat. Reportage à Bordeaux de Jean-Pierre Dinon et Jean-Pierre Darrault. Un médiateur humain, courtois, plutôt décontracté, qui a fait son entrée vers 18h20 dans le local du noviciat de Bordeaux où les grévistes de la faim, comme les membres du comité de soutien, l'attendaient depuis 16 heures. Mais il avait tenu à rencontrer le préfet de la Gironde et son directeur de cabinet avant d'aller sur le terrain. Taillé en pilier de rugby, Bernard Brune possède un charisme incontestable. Surtout, on le sent animé tant par les recommandations du ministre des Affaires sociales, Jean-Louis Bianco, qu'il a nommé, que par son propre mouvement d'un réel désir de mettre fin rapidement à ce conflit. Je voudrais bien pouvoir dès demain remettre des conclusions au ministre. Or j'ai été nommé avant-hier, donc j'ai pas eu le temps d'aller en beaucoup d'endroits. Je suis donc venu ici, comme j'ai été bien sûr voir les Parisiens. Je regrette de ne pas avoir eu le temps de voir les autres aussi. Déclaration du ministre de l'Intérieur Philippe Marchand: on ne peut pas donner le statut de réfugié politique à ceux qui n'ont pas de motif. Didier Auriac résume les autres événements du jour. Le petit Charles-Édouard toujours introuvable. Les recherches effectuées aujourd'hui près de Nice n'ont pas abouti. La battue à laquelle participaient près de 70 gendarmes et policiers devrait être poursuivie vendredi et samedi sur une plus grande échelle. La disparition il y a 2 mois de cet enfant âgé de 8 ans avait provoqué l'inculpation de son père pour assassinat. Coup de filet anti-drogue à Nice, 170 personnes ont été interpellées dans un foyer Sonacotra. L'opération aurait permis de démanteler plusieurs réseaux de revente d'héroïne, des réseaux qui opéraient dans l'enceinte du foyer où résident 800 travailleurs étrangers. Plus de 200 policiers ont participé à ce coup de filet. Ce soir au commissariat de Nice, 80 personnes sont toujours en garde à vue. Le vignoble jurassien touché à 100% par le gel. Selon les examens pratiqués par une commission d'experts, la totalité de la récolte 91 est anéantie. Le vignoble du Jura devrait être classé zone sinistrée. Le prix Roger Nimier décerné à Stéphane Hoffmann pour son roman Château-Bougeon. Stéphane Hoffmann est le 29e lauréat de ce prix qui récompensa par le passé des écrivains comme Patrick Modiano ou Éric Orsena. Son livre décrit la bourgeoisie d'une ville de province réunie à l'occasion d'un mariage. Si vous êtes catholique croyant et adulte, et si vous avez gardé la foi, mais oublié tout le reste, suivez le guide publié par l'Église. Il est inédit. Son titre, le catéchisme pour adultes. Avec 80 000 exemplaires, ce nouveau catéchisme est destiné au grand public, initié ou pas. C'est aussi un événement. C'est en effet le premier et le seul catéchisme écrit et publié depuis plus de 50 ans. Clément Veillerenal, Loïc Lemoyne. Le catéchisme revient, l'Église de France se met à l'heure du retour aux certitudes.
Les évêques de France publient cette semaine le catéchisme pour adultes, quasiment une première. Rien n'avait été écrit dans ce domaine depuis 1937, année de rédaction d'un catéchisme national, essentiellement destiné aux enfants. Ce catéchisme pour adultes, lui, se veut moderne sur la forme, plus de questions-réponses comme autrefois. Sur le fond, cet ouvrage officiel qui engage la responsabilité des évêques de France demeure un exposé méthodique, systématique et rigoureux des vérités de la foi et des conséquences morales qui en découlent. Nous ne revenons pas aux méthodes anciennes des questions simples, puisque c'est un ouvrage qui est un tout petit peu compliqué, qui est un instrument de travail, qui va demander du travail, mais qui est plus conforme à une société qui s'est donné l'ambition d'avoir 80% de chaque classe d'âge à accéder au niveau baccalauréat. Il faut quand même qu'on leur donne des instruments solides. Un jeune de 16 ans, il va quelquefois, s'il est passionné d'informatique, s'atteler à un livre aussi difficile que ça. Et pourquoi sur sa foi il ne le ferait pas ? Pas d'illustration ni d'images naïves donc, mais un simple texte de 450 pages articulé autour du thème de la Nouvelle Alliance. Un exposé complet de la foi et de la doctrine, on y parle de théologie, mais aussi de morale et de sexualité. Signe des temps, on ne signale l'existence du diable qu'une seule fois, pour mémoire. Il aura fallu 6 ans de rédaction, 5 versions successives et 4000 amendements avant que les évêques de France se prononcent à la quasi-unanimité sur le texte. Ce catéchisme national est destiné au public français. Le Vatican achève de son côté la rédaction du très attendu catéchisme universel qui sera publié l'année prochaine. Trop gros, trop lourd, trop grand. Le Colbert prend sa retraite, mais on ne l'envoie pas à la casse pour autant. Le dernier croiseur français devient un musée flottant. L'armée apporte ainsi sa contribution à la culture. Malgré tous ses défauts, entre guillemets, le Colbert échappera en effet au chalumeau des ferrailleurs et ce navire mythique qui transporta notamment le général de Gaulle ira à Bordeaux. Pierre Babet et Philippe Poncet ont participé à la dernière opération du Colbert. C'était en Méditerranée. Sale temps, très sale temps pour le Colbert. D'abord cette météo de chien qui transforme les approches de Toulon en vraie rate de Brest. Et puis surtout cette sortie opérationnelle qui est la dernière avant la retraite. En passerelle, le commandant de Kersozon, le dernier pacha du Colbert. Il noie son émotion dans la routine des ordres, les tout derniers, bougonner plutôt que donner à quelques-uns des 560 membres du dernier équipage, grisaille et coup de blues. Oui, j'ai un coup de blues. Quand je pense qu'un bateau, je le répète, c'est un monument pour les canonniers, qu'un bateau comme le Colbert part à la casse, j'ai vraiment le cœur gros. Heure locale, c'est-à-dire 14 heures, heure France. Des heures de gloire, le Colbert en a connu plus que son compte. Juillet 67, le général de Gaulle embarque à son bord pour une visite officielle à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis au Canada. Voyage interrompu par 3 petits mots qui firent le tour du monde. Dans le central opérationnel, on fait comme si, jusqu'au bout. Comme si le vieux géant n'était pas condamné, mais trop gros, trop lourd. Ce n'est pas l'âge qui le pousse à la retraite, mais le progrès et l'austérité. Trop dispendieux en hommes et en carburant, le dinosaure des mers était de toute façon condamné. Il part avec 2 ans d'avance, la pré-retraite en quelque sorte, puisqu'il change de cap et finira sa carrière comme musée flottant dans le port de Bordeaux. Fin de ce 19-20, Michel Touré vous parlera du ciel dans un instant. Bonne soirée sur la 3, demain 19h. Bonsoir.